Laurent Fabius est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre des Affaires étrangères. Nous allons parler évidemment de l'Irak, sujet majeur. Nous allons parler de tourisme, puisque vous avez aussi en charge le tourisme. Oui. Vous voulez relancer, amplifier la force, l'industrie touristique française. Mais Laurent Fabius, juste un petit détour par cette polémique qui s'est installée sur la présence de soldats algériens le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Y aura-t-il 3 soldats algériens sur les Champs-Élysées le 14 juillet ? Dans mon information, oui. Mais d'ailleurs, je ne vois pas du tout ce que ça va être choquant, puisque c'est pour la commémoration de tous les sacrifices qui ont été faits. Et évidemment qu'il y avait des Algériens parmi ceux qui... Mais à l'époque, la France, c'était pour commémorer 14-18, mais à l'époque, la France, l'Algérie, c'était la France. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, là, c'est un grand rassemblement. Je crois qu'il y a 80 pays qui sont là. Pays, oui. Et donc, c'est normal que tous ceux qui ont souffert puissent être présents. Avec leur drapeau ? Oui, sûrement. D'ailleurs, nous avons de très bonnes relations avec l'Algérie. Je m'y suis rendu récemment. Et vraiment, en particulier, je veux souligner que c'est peut-être un lien avec ce dont on va parler. Oui. Dans la lutte contre le terrorisme, les Algériens, qui en ont beaucoup souffert, sont extrêmement présents, extrêmement efficaces et très attentifs à la sécurité. Laurent Fabius, l'Irak, parlons-en. Extrême gravité. Oui. Extrême gravité. Extrême gravité. Alors je vous pose une première question. Est-ce que l'éclatement de l'Irak est inéluctable ? Non. Mais ce serait un danger considérable. Bon, peut-être il faut... Vous allez mettre la carte de l'Irak en fond. On vous la connaissez, je la connais. D'accord. Mais la gravité, c'est quoi ? Le Kurdistan au nord, région autonome, la grande partie nord de l'Irak contrôlée par les sunnites, donc les djihadistes alliés aux sunnites, et le sud, les chiites. Mais commençons par le Premier ministre chiite. Voilà, Monsieur Maliki. Commençons par le commencement. Pourquoi c'est d'une gravité extrême ? Allez-y, Parce que c'est la première fois qu'un groupe terroriste qui a une cruauté épouvantable, plus cruelle encore qu'Al-Qaïda. Ce groupe qui s'appelle l'EIL, c'est la première fois qu'un groupe terroriste menace de prendre le contrôle sur un État, sur l'intégralité d'un État, un grand État, l'Irak c'est un grand pays, et un État très riche. Bon. En pétrole. Ça n'est jamais arrivé. Bon. Imaginez ce que ça veut dire si un groupe terroriste prend le contrôle d'un État avec le pétrole, avec les armes, avec les moyens financiers, ça veut dire que non seulement l'Irak a éclaté, mais puisque son souhait c'est de réunir l'Irak et la Syrie, avec les effets collatéraux sur les pays voisins, que ce soit la Turquie, soit le Liban et les autres, ça veut dire que non seulement l'Irak est évidemment du coup à feu et à sang, mais l'ensemble de la région, par contre-coup l'Europe et vraisemblablement le monde. Et tout ça à partir d'un groupe terroriste dont les méthodes, je veux pas faire du sensationnel, mais vous avez peut-être vu les vidéos qu'ils diffusent, où les gens de l'EIL jouent au football avec les têtes des gens qu'ils viennent d'assassiner. Donc c'est ça. Et ces gens-là, s'ils prennent le contrôle de l'Irak, vous voyez ce que ça veut dire. Alors justement... C'est pour ça que je dis extrême gravité. Extrême gravité. La situation en Irak est malheureusement difficile aujourd'hui, et notamment pour le Premier ministre Maliki, qui n'a jamais voulu s'allier avec les sunnites et les tribus sunnites, ce qui est peut-être une erreur. C'est pas seulement qu'il a jamais voulu s'allier, c'est qu'il les a, d'une manière très inopportune, poursuivis. Et du coup, ça explique que les sunnites, qu'on appellera modérés, accueille, si on peut dire, les terroristes de l'EIL en disant, eh bien, c'est un contrepoint par rapport au Premier ministre. Donc nous, la France, nous disons, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut en particulier qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Si on veut demander un gouvernement d'union nationale en Irak, absolument. Si on veut demander à M. Maliki un gouvernement d'union nationale. Absolument. Et si on veut, avec ou sans M. Maliki, mais il faut qu'il y ait un gouvernement d'Irak qui soit d'union nationale. Si vous voulez résister à des groupes terroristes, il faut qu'il y ait l'unité nationale. Unité nationale, donc en Irak. Mais est-ce qu'il y a une alliance objective aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran ? On sait que l'Iran défend les chiites du sud de l'Irak. Alliance objective, Laurent Fabius. C'est assez paradoxal. Je ne parle pas d'alliance objective, mais c'est vrai que l'Iran soutient le gouvernement de M. Maliki, puisque l'Iran est chiite, M. Maliki est chiite, contre l'EIL. Et les Américains, de ce point de vue-là, ils ont raison, sont également contre l'EIL. Et donc, il y a une espèce de convergence. Mais ça ne veut pas dire que les uns et les autres vont s'allier. C'est un autre problème. Non, c'est un autre problème. Est-ce que les Américains doivent intervenir ? Est-ce que les Occidentaux doivent intervenir ? Alors, les Américains, le président Obama s'est exprimé hier. Il a pris
Enfin, il n'a pas tout à fait. Hein, il a dit, j'envoie 300, entre guillemets, conseillers qui ne vont pas se battre, dit-il, mais qui vont conseiller les forces du gouvernement irakien. Et il a ajouté, et si c'est nécessaire, il pourrait avoir la surveillance de drones et même d'autres choses. Bon, le gouvernement irakien le lui avait demandé. En ce qui nous concerne, parce que la question, est-ce que nous pourrions nous associer à des frappes aériennes américaines? Non, alors nous avons un principe, c'est que nous ne pouvons intervenir, ne pourrions intervenir que s'il y a une demande à la fois du gouvernement et une approbation des Nations Unies. Ça, c'est une règle pour nous. Donc, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. La demande du gouvernement, elle est faite aux Américains. Oui, mais pas à nous. Et d'autre part, il n'y a pas eu d'approbation du Conseil de sécurité. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Donc, agir, c'est d'une part condamner. Agir, c'est demander qu'il y ait ce gouvernement national, d'union nationale. Agir aussi, puisque nous avons des liens avec tous les États de la région. Nous disons, par exemple, aux Saoudiens, qui sont eux-mêmes sunnites, essayez de faire votre possible pour que les sunnites modérés ne fassent pas bloc avec le IL. Nous disons aux Kurdes, j'ai eu récemment au téléphone le président kurde, qui est à côté et qui lui dispose de 200 000 qu'on appelle Peshmerga. C'est pas un pays, c'est une région autonome. C'est le président Barzani, on l'appelle comme ça. Dire, écoutez, essayez de travailler pour l'unité de l'Irak. Et nous le disons aux uns et aux autres. Voilà. Et puis, en plus, nous avons des précautions à prendre parce que tout ça risque de développer la présence des djihadistes européens, notamment français là-bas. Et donc, nous avons décidé de renforcer encore davantage la lutte, y compris la prévention contre alors, la venue de djihadistes. Comment renforcer? Il faut prendre l'ensemble de la filière. Là-dessus, Bernard Cazeneuve, qui est le ministre de l'Intérieur, nous a présenté un plan. Et il va y avoir dans très peu de temps un nouveau texte à l'Assemblée nationale. Bon, ça veut dire qu'il faut surveiller l'ensemble de la filière. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce texte, par exemple? Ce texte dira, par exemple, que jusqu'à présent, ce qui est possible, c'est d'interpeller, on prend l'exemple de Français, des Français qui sont allés en Syrie jusqu'à présent, et qui ont, en bande organisée, commis des actes terroristes. Mais vous voyez du coup les limites que ça pose. Il faut qu'ils soient en groupe, et il faut qu'ils soient avérés qu'ils ont commis des actes terroristes. Donc là, il va y avoir une disposition qui va permettre de les bloquer avant même ceci, c'est-à-dire pour les empêcher de partir. Avant qu'ils ne partent. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on pourrait arrêter, interpeller, interroger... Quand il y a quelqu'un dont il est évident qu'il part pour cette raison, il faut pouvoir le bloquer. Il faut pouvoir le bloquer. C'est le bon sens. L'interpeller, l'interroger. C'est le bon sens. D'autre part, il faut bien sûr que, ça on a mis toute une série de dispositions à jour, que les familles puissent nous saisir, parce qu'il y a des familles qui sont très inquiètes. Il faut aussi que nous puissions intervenir auprès des hébergeurs d'Internet, parce que beaucoup de choses se font maintenant sur Internet. Et puis, il faut Vous allez pouvoir intervenir auprès des hébergeurs? Nous sommes intervenus, mais évidemment, c'est leur décision. Et donc, il y a des discussions sévères, parce que, bon, moi je ne suis pas spécialiste de ça, non, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ou ne pas faire sur Internet. Même. Voilà. Et puis, dernier élément, il faut suivre tout cela, en liaison bien sûr, avec l'ensemble de nos voisins. Donc c'est un plan d'ensemble de lutte contre, si vous voulez, la pression djihadiste qui est extrêmement dangereuse. Est-ce qu'il y aura une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Irak? Il y en a déjà eu deux. Il y en a déjà eu deux, mais une prochaine, oui, ce serait très souhaitable. Mais les condamnations, elles sont une chose, mais après, la question ne se poserait que si l'Irak demande qu'il y ait une réunion pour qu'il y ait intervention. Est-ce que vous souhaitez une intervention militaire internationale? Je pense que aujourd'hui, elle ne peut être efficace que si elle est relayée par un Irak uni. Sinon, vous savez, les interventions, lorsque c'est les uns contre les autres et qu'il n'y a pas d'union nationale, c'est très très périlleux. Il y a un autre aspect dont je veux parler, c'est que ça a des relations avec la Syrie. Car même si ça peut paraître surprenant, et ça demande 30 secondes de démonstration, l'EIL est l'allié objectif de M. Bachar el-Assad. Pourquoi? L'EIL, ça a commencé en Syrie. En Syrie, oui. Et au fond, et au départ, Bachar el-Assad a facilité la présence de l'EIL. Pour lui, c'était au fond tout bon. Il disait, moi, il y a en face de moi un groupe terroriste, et si vous n'êtes pas du groupe terroriste, il faut me soutenir. Alors qu'en fait, c'est l'opposition modérée qui devrait être l'alternative. Et donc, l'un et l'autre se soutiennent mutuellement. Simplement, avec le développement de l'EIL en Irak, l'EIL a mis la main sur des armes dangereuses, très sophistiquées, et sur 500 millions de dollars qu'ils ont pris
dans la banque centrale à Mossoul. Et donc ça leur donne des moyens supplémentaires et ils risquent de développer leur présence en Syrie. Donc il faut que l'ensemble des partenaires démocratiques soutiennent davantage l'opposition modérée parce que l'EIL va exercer des ravages supplémentaires, non seulement en Irak, mais en Syrie. Mais dites-moi, vous pointez du doigt les fautes commises par les administrations américaines successives. Envahissement de l'Irak en 2003 et faiblesse de Barack Obama sur la Syrie. Je n'ai pas prononcé ces termes. Non, vous n'avez pas prononcé, mais vous le pensez. Non. Je ne vais pas faire de polémique. Bon, non, sur 2003, oui. Vous vous rappelez la position qu'avait prise la France, que ce soit d'ailleurs M. Chirac à l'époque ou nous-mêmes dans l'opposition. Oui. Nous avions dit non, il n'y a pas d'armes de destruction massive. Bon, c'est derrière nous. Mais là, je veux, si vous voulez, venir un petit peu à la défense des États-Unis. Lorsqu'ils sont intervenus, et là, c'était complètement à tort, mais lorsque les États-Unis interviennent, on leur dit, on leur reproche d'intervenir. Lorsqu'ils n'interviennent pas, on leur reproche aussi de ne pas intervenir. Ce que je veux dire, et j'essaie d'en tirer la leçon, c'est que, en fait, on est dans un monde que moi j'appelle zéro polaire. Je m'explique en 2 mots. Pendant des années, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 2 puissances qui finalement ont réglé la donne. Les États-Unis et l'URSS. Ensuite, il y a une période, au moment de la chute du mur de Berlin, où il y a eu plus qu'une puissance qui était les États-Unis. Donc, on est passé de l'ère bipolaire à l'ère unipolaire. Et aujourd'hui, on est dans le zéro polaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron. Plus personne. Et du coup, quand il y a des crises, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, on n'est pas capable, malheureusement, aujourd'hui, d'imposer une solution. Et donc, il faut, c'est le sens de l'intervention, des interventions de la France. Nous sommes pour la paix et la sécurité. Nous essayons, au Conseil de sécurité, avec nos partenaires, de faire en sorte, politiquement qu'on aille vers des solutions. Est-ce qu'en Syrie, ce sera ma dernière question sur ce sujet, est-ce qu'en Syrie, on utilise encore, les uns les autres, des armes chimiques? Ah, pas les uns les autres, mais la Syrie, oui. La Syrie, oui. Oui. Du chlore, il vient d'être publié un rapport de l'OIAC, que vous avez probablement vu, que j'ai vu, qui dit que, comme nous l'avions pressenti d'ailleurs, y compris jusqu'au mois de mai de cette année, il y a eu utilisation d'armes chimiques. Le problème, c'est que c'est du chlore, et que le chlore se dilue dans assez rapidement. Donc nous avons les premiers porté l'alerte, mais nous sommes convaincus que le régime de Bachar a continué à utiliser des armes chimiques. Bien, on va parler de tourisme. Auparavant, il y a une réunion demain à l'Élysée de 7 chefs de gouvernement européens. Pourquoi faire ? Parce qu'il va y avoir la semaine prochaine un sommet européen de tout le monde. Et donc pour préparer ce sommet européen qui va prendre des décisions à la fois sur les orientations futures de l'Europe et sur les personnes qui vont diriger l'Europe, ces 7 pays ont souhaité se concerter. Voilà. C'est l'objet de la réunion de demain matin. Et quel avis va donner la France demain ? Nous allons discuter sur le fond. Nous avons des propositions à faire pour réorienter l'Europe. C'est-à-dire réorienter ? Réorienter, ça veut dire mettre davantage l'accent sur la croissance. Ça veut dire mettre davantage l'accent sur la transition énergétique, parce que c'est un élément fondamental, simplifier la manière de procéder, voilà. Et nous avons une réunion, nous sommes, je crois, 7, et notamment les Italiens et d'autres partenaires. D'autres partenaires, futur commissaire européen français est choisi ? Ça relève du président de la République. Est-ce qu'il est choisi ? Joker. Non, mais il est choisi. Je ne vais pas vous demander le nom, parce que peut-être que la personne choisie n'est pas prévenue, mais est-ce qu'il est choisi ? En tout cas, nous y avons beaucoup travaillé. Pierre Moscovici. Voilà la réponse. Nous y avons beaucoup travaillé. Pierre Moscovici. Voilà, au moment où le choix sera rendu public, vous en serez destinataire. Enfin, il est choisi. Nous préparons notre travail en général. En général, donc il est choisi. Et il est choisi. Nous verrons comment vous arrivez à réorienter l'Europe. Parce que, dites-moi... Très nécessaire à cause des problèmes d'emploi. Oui. Parce que la gauche peut mourir. Vous êtes d'accord, Emmanuel Valls, lorsqu'il dit cela ? C'est une formule très, très forte et elle a été utilisée pour être forte. Les idées de la gauche, dans la mesure où ce sont des idées de progrès social, de justice, resteront toujours là. Mais les partis politiques, je crois que c'est ça que Emmanuel Valls avait à l'esprit, les partis politiques, ils sont quand même très sérieusement mis en cause aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite. Et donc, il faut s'interroger sur la façon de fonctionner, et puis essayer, si vous voulez,
surtout de traiter l'essentiel des problèmes, parce que je crois que c'est ça qui choque les gens. Bon, souvent les Français, mais pas seulement les Français, c'est vrai dans d'autres pays, ont le sentiment que les partis politiques se regardent le nombril. Alors que les partis politiques, surtout quand ils sont au pouvoir, mais même quand ils sont en opposition, doivent traiter les vrais problèmes. On vient de parler de politique internationale, de politique économique, de problèmes sociaux, de problèmes de pouvoir d'achat. Si on donne le sentiment que c'est la guérilla interne, alors là les gens s'en détournent. Mais c'est la guérilla interne au sein même du Parti socialiste, Laurent. Je n'utiliserai pas ce terme, mais c'est vrai qu'il y a... Il y a des critiques, des critiques très fortes, même à l'encontre du président de la République, des critiques personnelles. Oui, mais les critiques personnelles, je pense vraiment qu'elles sont déplacées, parce que porter ça sur le plan des personnes, ça n'a pas de sens. Bon, qu'il y ait, ça a existé depuis très longtemps, une diversité de points de vue, bon, ça peut se comprendre. Enfin, quand on vient à l'essentiel, il faut que tout le monde se rassemble. Le 49.3 pour le collectif budgétaire, si besoin, faut-il l'utiliser? Écoutez, je pense que quand on appartient à la majorité, les socialistes appartiennent à la majorité, quelle que soit leur nuance. L'acte fondamental d'appartenance à la majorité, c'est de voter le budget. Ça a toujours été comme ça. Donc je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Donc on n'utilisera pas le 49.3. Tous ceux qui sont dans la majorité doivent voter le budget, c'est la règle, hein, pas simplement cette année, mais ça a toujours été comme ça. Le tourisme, 83 millions de touristes en 2012 en France, vous voulez atteindre 100 millions, c'est la première industrie française. Hein, oui, le tourisme. Il faut le rappeler parce qu'on l'oublie un peu facilement. On avait un peu négligé peut-être ces derniers temps. Alors vous faites beaucoup de propositions, une trentaine de propositions, notamment, je vais en prendre quelques-unes, l'ouverture des grands magasins à Paris le dimanche, Galerie Lafayette Printemps, vous maintenez cette... Alors, d'abord 2 mots sur la situation. Bon, le tourisme, comme vous le disiez, c'est une industrie absolument majeure. C'est 2 millions d'emplois et c'est notre premier excédent de balance des services. Oui. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Bon. Et le tourisme va beaucoup augmenter, puisqu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de touristes dans le monde. Il y en avait 25 millions en 1950. Et ça va doubler. Et dans 15 ans, il y en aura 2 milliards. Oui, donc 1 milliard de touristes en plus. Si nous prenons une partie de ces touristes, bon, il y a les touristes français, mais beaucoup de touristes étrangers, à ce moment-là, beaucoup de nos problèmes vont être réglés et l'emploi va augmenter. Donc, nous avons fait, j'ai fait avec mes collègues toute une série de propositions, parce que je m'occupe maintenant du tourisme aussi. Alors, il y a cette proposition parmi beaucoup d'autres. Mais vous la maintenez, cette proposition. Qui est quoi exactement? Parce qu'il faut bien savoir ce dont on parle. Là, il s'agit de Paris. Oui, Paris, oui. Et la décision doit être prise par le maire de Paris, puisque c'est à elle que ça revient juridiquement. Maintenant, la mairie était contre. Hein. Je ne sais pas, mais pour des zones qu'on appelle d'affluence exceptionnelle, et je pense en particulier au boulevard Haussmann, l'idée est de dire, après concertation et sur décision du maire, ce serait normal d'ouvrir le dimanche. Pourquoi? Parce que ces grands magasins, le dimanche, ils peuvent faire beaucoup de chiffre d'affaires avec les touristes précisément. Et le touriste, si le dimanche c'est fermé dans ces zones-là, il va pas revenir le jeudi parce qu'il sera parti. Bon. Et j'ai eu une discussion en particulier avec le patron des Galeries Lafayette, et ça m'a quand même frappé. Il me dit, écoutez monsieur Fabius, si on m'autorise à ouvrir, premièrement, je recrute immédiatement 600 personnes. Deuxièmement, ne travailleront le dimanche que les volontaires. Troisièmement, nous les payons double. Ça mérite quand même qu'on discute. Dans ces conditions, ça mérite qu'on discute. Non, mais il faut discuter. Il faut discuter, bien sûr. Bon, et uniquement dans ces zones-là. Il n'est pas question d'autre chose. Les Champs-Élysées aussi? Alors les Champs-Élysées sont déjà ouverts le dimanche. Tous les Champs-Élysées. Ils sont ouverts le dimanche. Bon, d'accord. Alors ouvrir les commerces dans les aéroports, dans les gares aussi, les grandes gares. Et mieux accueillir les gens dans les aéroports et faire une liaison entre Charles de Gaulle et Paris. Voilà. Ouvrir à partir du 1er janvier une voie pour les autobus et les taxis, faire une liaison ferroviaire. Et pour les taxis, alors encore une fois après concertation, faire un forfait taxi pour que les gens sachent à peu près combien ça doit coûter. Bon, ça c'est un aspect. Il y a l'aspect formation, il faut que les gens parlent davantage les langues. Il y a l'aspect Internet, puisque maintenant, quand les gens préparent leurs vacances, ils tapent sur Internet, donc il faut qu'on soit bien meilleur sur Internet. Il y a l'aspect développer le tourisme pour les Français et pour les Français de conditions modestes. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Énormément. Vous avez défini 5 pôles d'excellence. La gastronomie et l'œnotourisme. L'œnotourisme, c'est le tourisme du vin. Sport et montagne, écotourisme, savoir-faire
savoir-faire, ça c'est tout le savoir-faire français dans le luxe, notamment l'artisanat, etc. Et le tourisme urbain. Oui. Voilà, ce sont les grands axes, les visas de court séjour plus faciles à obtenir. Enfin bon, il y a beaucoup, la sécurité aussi améliorée pour les touristes. Absolument essentiel. C'est essentiel. Et puis la notion d'accueil, que nos compatriotes comprennent, partagent l'idée que un touriste, qu'il soit un touriste français ou étranger, c'est quelqu'un qu'on doit bien accueillir. Et même, je vais vous faire sourire, quand on dit « Ah, celui-là, c'est un touriste, il se comporte en touriste ». Vous voyez, c'est une phrase un peu péjorative en France. Oui. Bon, hein, non, c'est bien, c'est quelque chose de très fort qui peut permettre de développer beaucoup d'emplois et d'emplois qualifiés. Le travail après 21h aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais il y a des choses qui seront traitées par la loi. Là, je me suis uniquement contenté des zones d'influence. Il y aura une loi autour de tout cela? Alors, il y a eu un rapport que vous avez lu, qui est un rapport de M. Bailly, qui est très intéressant. Il est prévu qu'il y ait une discussion avec une loi, je crois, dans la deuxième partie de l'année. Avant la fin de l'année? Oui, c'est prévu. Merci Laurent Fabius, 8h57. Merci.